Aujourd'hui, comme promis, je vais prendre pour appui certaines de parties que j'ai jouées en compétition pour vous montrer comment j'ai géré des moments critiques. Que ce soit du point de vue de la gestion du temps, de la psychologie, de la gestion de mon énergie en tournoi à des moments où je ne pouvais plus supporter la tension, où j'étais trop fatigué tout simplement. Comment j'ai connecté la gestion de mon temps à la pendule dans le repérage de moments clés sur l'échiquier, au moment où il fallait prendre des décisions importantes. Et finalement, un autre point que je n'ai pas encore abordé avec vous, en tout cas pas tout à fait sous cet aspect, c'est comment relativiser l'analyse apportée par un ordinateur, en termes de précision, en termes d'évaluation du coût, non seulement par rapport à votre niveau à vous, mais aussi par rapport au niveau de l'adversaire. Combien de fois vous rentrez chez vous en vous disant je pense avoir joué une super partie, j'ai battu un adversaire beaucoup mieux classé que moi, j'ai été impeccable, très propre, et puis l'ordinateur vous dit que vous avez fait n'importe quoi, vous donne une précision de 80%. Et à d'autres moments, vous pensez que votre partie a été insipide, que vous avez joué de manière fade, que vous n'avez rien fait d'exceptionnel et vous avez quand même gagné. Vous rentrez chez vous et vous voyez que l'ordinateur vous donne une précision de 98%. On va aborder ces différents aspects-là, essayer de comprendre à quel moment il est pertinent d'être d'accord avec l'ordinateur et parfois être en désaccord de manière constructive. Je ne pourrais pas vous présenter toutes ces parties en une vidéo. Le niveau des adversaires varie de 1700 à 2200 Elo. Voici une première partie jouée contre un adversaire à 1700 Elo à l'Open de Fenin. En février 2025, c'est la ronde 1. J'ai les noirs, mon adversaire ouvre par E4, je joue une carocane, et ici les blancs jouent F4. F4 est un coup qui pourra faire peur en surface aux joueurs inexpérimentés. Les blancs semblent déjà amorcer ce qui aspire à devenir une attaque sur l'aile roi, ce qui apparaît d'autant plus après les coups D5, E5, où les blancs viennent de troquer l'expansion sur l'aile roi contre l'expansion sur l'aile dame pour les noirs. Cependant, les blancs viennent en réalité ce faisant d'affaiblir tout le réseau de cases blanches. Deux diagonales sur le roi blanc viennent de s'ouvrir suite à l'avancée du pion F, et les noirs n'ont en réalité aucun mal à jouer le coup fou F5, après quoi le coup G4 ne sera jamais une menace puisque les noirs disposent de la case E4. À ce stade, on va déjà commencer à aborder un peu de psychologie. Mon adversaire joue D4, je joue naturellement E6, cavalier F3, et faisons un arrêt. Les blancs viennent de surétendre leur centre, comme un élastique. Les pions F4, E5 et D4 confèrent aux blancs beaucoup d'avantages d'espace, mais comme on vient déjà de le mentionner, ils causent aux blancs quelques faiblesses qu'ils devront gérer plus tard. Ce type d'ouverture est caractéristique de joueurs téméraires, prêts à sacrifier certains types d'avantages pour en obtenir d'autres. Des joueurs prêts à faire quelques concessions, prendre quelques risques, pour peu que cela leur donne un semblant d'initiative. En fait, bien que cela pourra probablement surprendre certains, les noirs ont déjà un avantage positionnel ici. En effet, les noirs ont déjà développé leur fou qui d'habitude est mauvais dans ces structures françaises, dispose du futur levier C5 contre le pion D4 et le cavalier qui viendra harmonieusement se développer en C6 par la suite. Et comme déjà mentionné dans certaines autres vidéos, si le fou F5 bouge, alors le cavalier F5 trouvera une place magnifique, appuyant la pression sur le pion D4 grâce au levier C5 D4. Les blancs, quant à eux, ont affaibli leur aile roi par l'avancée du pion F et ne disposent d'aucun moyen de forcer l'avancée du pion G et du pion F5. En effet, je pourrais toujours au besoin mettre un terme à l'exécution de ce plan en jouant le coup H5, quitte à affaiblir un peu ma case G5. Il est très difficile pour les blancs de trouver un plan concret dans cette position alors que les coups des noirs sont beaucoup plus faciles à trouver. En réalité, j'ai déjà eu cette position sur l'échiquier, et je sais que le meilleur coup ici est C5. Cependant, après C5, les blancs peuvent enfin justifier leur surexpansion agressive de pion en continuant par C4, dynamisant et faisant exploser complètement la position et créant un jeu à double tranchant très agressif. Il me semble que ce type de coup est parfaitement en adéquation avec le profil des premiers coups de mon adversaire. C'est certainement une excellente option pour les noirs, mais à vrai dire, je ne suis pas très à l'aise et je ne me rappelle plus de ce qu'il faut faire. En réfléchissant attentivement depuis cette position, je me demande simplement comment puis-je jouer des coups de développement sains tout en arrivant dans des positions dont je comprends parfaitement les plans et qui ne me poseront aucun problème à jouer. Je commence donc en intervertissant un peu les coups par le coup thématique Dame B6. La dame est toujours bien placée en B6 dans ces structures à venir suite au coup C5 qui de toute façon interviendra tôt ou tard. Elle tape sur D4 et B2 tout en ligotant le fou à la défense du pion. C'est tout simplement un bon coup de développement, flexible, qui passe la balle à l'adversaire. Je lui demande simplement à quel point tes intentions sont agressives. Et en fait, je m'attendais déjà à son prochain coup. Je cherchais à le provoquer parce que je savais que dans les positions qui allaient en résulter, j'allais être plus à l'aise. Il joue C4. Qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, en n'ayant pas avancé mon pion en C5, je peux tout simplement jouer pion prend C4 ici. La différence, en n'ayant pas touché à mon pion C6, le contrôle que j'ai obtenu sur la case D5 me permettra d'ancrer un cavalier ou une autre pièce. Le pion D est arriéré sur cette colonne semi-ouverte, j'aurai plus qu'à y mettre la pression. Et en ce qui nous concerne, pour l'aspect psychologique, eh bien, je suis tout simplement beaucoup plus à l'aise dans cette position. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, petite parenthèse, pion prend C4 n'est pas obligatoire ici. J'aurais pu continuer le développement d'une pièce. En fait, ce qui a justifié le choix de ce coup, c'est déjà d'obtenir une structure, comme je viens de le dire, dans laquelle je suis à l'aise, mais je tiens également compte du niveau de mon adversaire. Après pion prend C4, qui, je le souligne, n'est pas un mauvais coup, il est tout aussi bon qu'un autre coup de développement, puisque ce coup est positionnellement correct. Je sais qu'un joueur à 1700 Elo y réfléchira à 2 fois pour reprendre le pion C4. Prenez un moment pour réfléchir. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème tactique après fou prend C4? Je vous laisse un moment pour mettre la vidéo en pause si vous le voulez. Fou prend C4. En fait, il faut quand même s'interroger sur un coup après fou prend C4. Il faut se demander si les noirs ne peuvent pas jouer dame B4. Ce à quoi, si vous y avez réfléchi, on pourra rétorquer que les blancs développent simplement le cavalier tout en défendant le fou. Mais dans ce cas, en revenant un coup en arrière, on peut aussi se demander si les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier d'abord, puis jouer dame B4. Auquel cas, les blancs devraient ramener leur cavalier en D2, ce qui pourrait déplaire potentiellement à certains joueurs. Il semble que les blancs aient quelque peu enchevêtré leur développement. En réalité, cette analyse est mauvaise parce que les noirs ont échangé leur seule pièce développée contre un cavalier qui ne l'est pas, donnant ainsi aux blancs la paire de fous. Et il devient très facile de chasser la dame noire avec tempo avec des coups comme A3 et B4, suite à quoi les blancs maintiendront leur avantage de développement. En fait, ça n'a pas manqué. Après pion prend C4, mon adversaire n'a pas osé reprendre le pion immédiatement, et il m'avouera après la partie qu'il a eu peur des histoires de dame B4. Il a joué un autre coup qui, certes en apparence, a l'air tout aussi bon, cavalier C3, développe une pièce, et prétendant pouvoir reprendre le pion C4 au coup suivant. Et c'est là, à ce moment précis, que je sais arriver à un premier moment clé de la partie. Je sais qu'en jouant cavalier C3, mon adversaire vient de faire une concession. Il aurait dû jouer le coup naturel fou prend C4. Aux échecs, par raison de flexibilité, on veut d'abord jouer en premier les pièces sur les cases où l'on est certain de vouloir les mettre. Reprendre le pion C4 avec le fou, c'est un coup qui est nécessaire dans la position. Le cavalier, lui, avait le choix entre C3 et D2. Et d'ailleurs, c'était probablement plus judicieux de jouer le cavalier en D2 pour ensuite aller récupérer le pion C4 avec. Quitte à choisir une route pour le cavalier, celle-ci était plus pertinente car elle se faisait avec tempo sur la dame B6 et appuyée sur la case D6. Après cavalier C3, je décide donc qu'il est temps de prendre 10 à 15 minutes pour mon prochain coup. Je marque une pause et cherche la meilleure façon de surfer sur l'imprécision de mon adversaire pour lui poser des problèmes concrets. Je vous invite à faire de même. Comment les noirs peuvent-ils profiter de l'imprécision de l'interversion de coups des blancs? Je vous laisse un peu de temps pour mettre la vidéo en pause. Ici, je constate qu'après tout coup non concret qui développerait une de mes pièces, mon adversaire jouerait simplement fou prend C4 bien sûr. Après un coup comme fou E7 ou fou B4, ok, fou prend C4, et alors je continue comment? Cavalier E7, fou prend C4, cavalier D5, d'accord, et après, qu'est-ce que je menace? Pas grand-chose. Une option très intéressante dans cette position est le coup cavalier A6. C'est même objectivement le meilleur coup de la position. Si vous y avez pensé, et avec toute la suite qui va suivre, bravo à vous. Ici, l'idée concrète est la suivante. En ayant retardé le développement de leur fou F1, les blancs ont également retardé leur petit roc. Par conséquent, l'enchaînement des coups cavalier B4 et cavalier C2 crée des menaces directes pour les blancs. En effet, c'est trop tard pour jouer fou prend C4, parce qu'après cavalier B4, petit roc qui paraît déjà nécessaire, cavalier C2, il semble que les blancs n'aient plus rien à faire pour sauver leur position. Après tour B1 suivrait simplement cavalier prend D4 avec une découverte sur la tour. Ainsi, après cavalier A6, les blancs devraient plutôt jouer le coup A3. Après quoi les noirs peuvent surfer sur la survie du pion C4 en jouant dame B3. Pour être tout à fait honnête, cette séquence de coups me paraît plutôt artificielle. Exploite certes judicieusement la nécessité pour les blancs d'affaiblir la case B3 en permettant de s'infiltrer sur des cases, en faisant survivre le pion, mais si l'on pousse encore les coups forçants, les blancs parviennent tout de même à le récupérer. Après dame prend B3, pion prend, fou C4, fou C2 et cavalier D2.
Le pion va tout de même finir par tomber. L'ordinateur donne ici un petit avantage au noir. En rentrant, j'ai vu ça. Et même au terme de la séquence, et malgré l'évaluation de l'ordinateur, je ne comprends toujours pas en quoi cette séquence de coups est meilleure que celle que j'ai choisie. On va donc en profiter pour faire un écart sur un autre point de cette vidéo. L'évaluation de l'ordinateur dans cette position est que cette variante est meilleure que celle que je vais vous montrer maintenant, qui est celle que j'ai choisie dans la partie. Et pourtant, même en le sachant, même en ayant passé du temps à observer les différentes lignes proposées par l'ordinateur, je ne suis toujours pas convaincu que cette position est plus facile à jouer pour les noirs. Les blancs vont récupérer le pion B3, et alors? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ensuite? Après n'importe quel coup de développement, suivra fou prend B3, et je ne vois vraiment pas où se trouve l'avantage des noirs par rapport à la ligne que je vais vous montrer. Dans cette position, j'ai fait appel à ma mémoire. Mais pas la mémoire de coups appris par cœur, pas la mémoire d'une variante théorique ou d'une autre. Non, j'ai simplement fait appel à ma culture générale sur la position. Dans ces structures, la cible, c'est D4. Certes, jouer le coup C5 est beaucoup moins pertinent maintenant que le pion D a été échangé contre le pion C, et qu'a priori je ne disposerai pas de la case C6 pour mon cavalier, mais la présence de madame en B6 couplée à la possibilité d'amener un cavalier en F5 et une tour en D8 m'invite à penser que je dois continuer à mettre la pression sur ce pion. C'est un pion arriéré, sur une colonne semi-ouverte. Dans cette autre position classique de la Caro-Kann que j'ai déjà étudiée, je me rappelle d'un coup philosophiquement très intéressant qui est l'essence même de cette variante jouée par Karpov. Ici, la légende du jeu positionnel des échecs a joué fou G4. Et même si ça n'est pas objectivement le meilleur coup de la position, c'est un coup magnifique pour plusieurs raisons. Certes, on enfreint un principe qui vise à rejouer une pièce dans l'ouverture, alors qu'on n'a pas fini son développement. Mais comme d'habitude, ici il s'agit d'un contre-exemple où la situation au centre est enfermée, on peut se le permettre, l'objectif est d'avoir le meilleur placement de pièces, tant que les blancs n'ont pas de moyens concrets de profiter du retard de développement qu'on est en train de prendre. La cible, dans ces structures, c'est le pion D4, on en a déjà parlé, et le coup fou G4 vise à attaquer le pion D4, non pas une, mais 2 fois de plus. Pour attaquer une cible, on peut rajouter des attaquants, tout simplement, mais aussi s'en prendre au défenseur. Et le coup fou G4, il fait coup double. En attaquant un défenseur, le cavalier F3, on rajoute indirectement une pression sur le pion D4, et en libérant la case F5, on prépare l'arrivée du cavalier sur cette case qui viendra en rajouter une de plus. À terme, on aura non seulement 1, 2, 3, 4 attaquants sur la case D4, mais un de plus donné par l'échange du fou G4 contre le cavalier F3. C'est comme si on avait 5 attaquants en quelque sorte. J'ai donc eu ici une pensée pour Karpov en jouant le coup fou G4. L'intention est maintenant claire. L'une de mes menaces, c'est simplement de jouer fou prend F3, après quoi dame prend F3 paraît impossible puisque dame prend D4 et les noirs ont simplement gagné un pion cette fois-ci. Après fou prend C4, fou prend F3, dame prend F3, dame prend D4, fou B3 par exemple. Les blancs ont toujours l'avantage de développement et maintenant ils vont être les premiers à bénéficier de la colonne D. Mais il n'y a pour l'instant rien de concret et il semble que les noirs sont très satisfaits du pion qu'ils viennent de gagner. Ils pourront au besoin venir blinder avec un cavalier en D5 pour boucher la colonne D. C'était en réalité la meilleure façon de jouer pour les blancs, mais pas facile à comprendre. En tout cas, pas pour un humain, c'est ça l'important. Peut-être qu'un grand maître comprendrait qu'il faut maintenant jouer avec les blancs en sacrifiant le pion, en jouant ici fou prend C4 et en rentrant dans la variante que je viens de vous montrer. Et c'est pour ça que l'évaluation d'une variante donnée par un ordinateur doit être relativisée en fonction de votre niveau et de ce que vous êtes capable de comprendre. Mais on ne peut clairement pas jeter la pierre à mon adversaire ici d'avoir joué fou E2 en espérant ne pas jouer avec un pion de moins quand même. Notez qu'une autre idée de fou G4 est qu'après fou prend C4, fou prend F3, G prend F3, les noirs ont cette fois-ci transformé leur avantage temporaire du pion C4 de plus en un avantage durable. Ils ont doublé les pions blancs. Ils ont affaibli une fois pour toutes la diagonale E1-H4, et ils viennent au passage de se donner un avant-poste encore plus juteux sur la case F5, puisqu'un cavalier sur cette case ne pourra plus jamais être délogé par un pion. C'est un avant-poste. Après fou G4, mon adversaire a donc joué fou E2, et on arrive ici à un autre moment psychologique assez intéressant. Je joue naturellement cavalier H6, et comme bien souvent, quand un adversaire trébuche, quand il comprend qu'il tombe moins bien à la position parce qu'il a raté un coup ou que son adversaire a joué quelque chose qui le perturbe, les erreurs commencent à s'enchaîner. H3. Ce sont maintenant les blancs qui prennent du retard de développement, et ici de manière illégitime, parce qu'après fou prend F3, fou prend F3,
Le fou est maintenant dévié du contrôle de la case C4 et mon pion de plus va encore traîner plus longtemps. J'enchaîne par cavalier F5, attaque le pion D4, cavalier E2, seul coup qu'il défend. J'enchaîne par le coup de développement naturel fou B4 échec, auquel les blancs aimeraient bien répondre par fou D2, mais ils ne le peuvent pas. Est-ce que vous voyez pourquoi? Ici encore, c'est un bon exercice. Quel est le meilleur coup des noirs? Je vous laisse mettre en pause. Prenez 5, 10 minutes, le temps qu'il vous faut. Je vous laisse quelques instants pour mettre en pause. Ici, quand je vous ai demandé de trouver le meilleur coup pour les noirs, vous êtes sans doute dit, d'accord, il doit y avoir une tactique. S'il nous demande de mettre la vidéo en pause et de trouver le meilleur coup, c'est forcément qu'il a quelque chose de concret à jouer. Je suis certain que vous êtes nombreux à avoir pensé que cavalier E3 est le meilleur coup de la position ici. Il est en effet très tentant de jouer sur le clouage du fou D2. Le cavalier plonge au cœur de la position des blancs en attaquant la dame. Ça a l'air tout simplement très désagréable. Le fait est pourtant qu'après dame C1, si on contemple un peu la position, les noirs n'ont rien de concret. J'ai rejoué une pièce, mon adversaire aussi. Et alors? Au tour suivant, les blancs vont jouer à 3, chasser mon fou, et je ne vois vraiment pas ce que j'ai obtenu de plus, mettre mon cavalier en E3. En fait, ici, il suffit de prendre un moment pour apprécier ce que vient de causer le coup fou D2. Le pion D4, auparavant défendu 2 fois, ne l'est plus qu'une seule fois. Je l'attaque certes 2 fois, mais mon fou est en l'air. N'oubliez jamais que si on peut simplement faire une menace tout en se développant, c'est du caviar. Ici, après cavalier A6, je menace cavalier prend D4, les blancs ne peuvent tout simplement plus rien faire. Le plus joli, c'est ce qui se passe après A3. Il y a plusieurs façons de gagner ici, il y en a une beaucoup plus esthétique que les autres. Le simple fou E7 suffit à gagner avec la double menace fou H4 échec et cavalier prend D4, contre laquelle les blancs ne peuvent plus rien faire. Mais encore plus esthétique est le coup fou C5 qui souligne tous les problèmes accumulés par les blancs au cours de toute cette ouverture. Après pion prend C5, cavalier prend C5, les blancs sont complètement impuissants face à la menace de mat en F2. Cavalier D3 suivi de dame F2 arrive en force. Un simple coup de développement et toute la position des blancs s'effondre. Vous allez voir que cette philosophie va bientôt avoir son importance. Mon adversaire a compris qu'il ne pouvait pas jouer fou D2, mais pas pour les bonnes raisons. À l'analyse, il me dira qu'il craignait plutôt cavalier E3. En fait, cavalier E3 n'était pas si fort que ça. Mon adversaire joue alors roi F2. Dans tous les cas, il y avait un compromis à faire. Si mon adversaire allait sur la case F1, il semblerait s'exposer à cavalier G3 tôt ou tard. Avec roi F2, il se donne au moins l'espoir de roquer à la main. En fait, si on prend un moment pour réfléchir, si mon adversaire avait encore un coup à ce stade, sa position ne serait pas si mauvaise. Vous voyez ce que peut bien compter faire un joueur aussi agressif que lui? Prenez encore un moment pour essayer d'anticiper son prochain coup si c'était à lui de jouer. Tenez compte de la psychologie de mon adversaire depuis le début de la partie. Il est agressif, n'hésite pas à prendre les décisions qui s'imposent pour avoir un peu d'initiative. Roi F2 est un coup téméraire. Les blancs se mettent dans un clouage, mais ils espèrent que ça ne va pas durer très longtemps. À nouveau, ce sera le dernier exercice de la partie. Prenez 5 à 10 minutes de réflexion et essayez de vous demander ce qu'il faut faire avec les noirs. Quel est le prochain coup de mon adversaire si c'était à lui de jouer? Et comment dois-je y répondre? Je vous laisse le temps de mettre la vidéo en pause. Je comprends ici que si c'était au blanc de jouer, il n'hésiterait pas à jouer G4, chassant mon cavalier. Comme cavalier E7, mon adversaire pourrait tranquillement continuer par dame C2, attaquant mon pion C4. Si je le défends par dame B5 par exemple, après B3, il ouvrira complètement les lignes avec la paire de fous. Si je veux garder mon pion de plus et échanger, je devrais tolérer un clouage. Les blancs jouent avec un roi exposé, mais pas si vulnérable que ça. Ils disposent de beaucoup de lignes ouvertes et ont une forte activité. En fait, je comprends qu'ici, dans cette position, c'est encore un moment clé. Si je laisse mon adversaire exécuter son plan de jouer G4, chasser mes pièces, il aura le temps d'avoir de l'activité et je ne pourrai pas profiter de son roi exposé. C'est un moment clé et je dois répondre à l'idée concrète de mon adversaire par une idée tout aussi concrète. Dans cette position, j'ai pris 25 minutes pour jouer mon prochain coup. Je sais qu'il va avoir une importance décisive dans la suite de la partie. Si vous en avez le courage, je vous invite à faire de même. Si vous n'avez toujours pas trouvé, mettez la vidéo en pause et essayez encore de trouver la meilleure façon de continuer pour les noirs. C'est en réfléchissant de cette façon, en investissant autant de temps sur des positions clés,
que vous avez progressé le plus. Si vous vous contentez de simplement résoudre des puzzle rush tous les jours, de prendre 2 minutes par position, par problème, alors vous allez devenir meilleur en tactique courte peut-être. Mais quand il vous faudra comparer des coups tactiques et stratégiques au sein de même variante, ou comparer certaines lignes stratégiques avec d'autres lignes tactiques que vous devrez calculer au sein d'une partie longue en y passant plus de 20 minutes, c'est forcé, alors vous vous sentirez complètement perdu si vous n'avez pas appris à faire ce travail sérieux en amont. Dans cette position, j'ai joué Petit Roc. Et oui, j'ai laissé faire G4. Vous voyez pourquoi? Que jouent les noirs après G4? Si vous n'avez toujours pas trouvé, vous pouvez encore mettre en pause. Si mon adversaire avait joué G4, j'avais l'intention de continuer par cavalier prend D4. Vous pouvez déjà passer un peu de temps à calculer les différents coups qui peuvent suivre, mais dans la partie, mon adversaire a préféré fou E4 au lieu de G4. En fait, c'était exactement pareil. Mon adversaire a rapidement joué fou E4 en 3 ou 4 minutes, alors que j'avais pourtant passé 25 minutes à réfléchir. Et j'ai envoyé tempo cavalier prend D4. Vous voyez maintenant l'intérêt de Petit Roc? Petit Roc, tout comme cavalier A6 un peu plus tôt dans la partie, dans les variantes dont je vous ai parlé, est un coup de développement qui préparait cavalier prend D4. Un coup de développement qui crée une menace. La différence, bien sûr, c'est que maintenant la tour peut intervenir sur la colonne D, et ça change tout. Bien sûr, pendant les 25 minutes de mon calcul, il me fallait tenir compte de toutes les variantes possibles, et on passe maintenant à la résolution du problème. Si cavalier prend D4, alors fou C5, fou E3, et tour D8 insistant. Les noirs vont simplement récupérer la pièce et rester avec 2 pions de plus et toujours l'attaque. Mais il fallait calculer une autre variante. Que se passe-t-il après fou E3? Ici on pourrait croire que C5 est un bon coup. En réalité, si on pousse les coups forçants, après les échanges, les blancs reprennent avec la dame, et ce sont les noirs qui ont des problèmes. D'un seul coup, les deux fous blancs deviennent très actifs, et c'est les blancs qui vont avoir l'avantage de développement. Ils vont récupérer la colonne D, la colonne C, le pion C4 va devenir vulnérable. Les blancs gagnent presque. Non, en fait, ici, le bon coup à trouver, c'était encore fou C5. Et ici encore, il faut rester discipliné. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, échec, prise, menace, à chaque demi-tour. Comme cavalier prend D4 retransposerait dans la variante tour D8 déjà calculée, on n'a pas besoin de le refaire. Et l'autre capture que les blancs peuvent jouer, c'est fou prend D4. Ici, après tour D8, il est très important de constater que sur fou prend C5, les noirs recapturent avec échec. Un détail important. Et on pourrait s'arrêter là en pensant qu'il n'y a plus grand chose à voir. Après tout, on attaque 3 fois la case D4, on va regagner la pièce, non? C'est dans des moments de paresse comme ceux-là qu'une brillante combinaison peut se transformer en cauchemar. Les blancs sont dos au mur, et clairement mon adversaire, quand j'ai joué cavalier prend D4, n'allait certainement pas rater la moindre défense possible qui lui permettrait de revenir éventuellement dans la partie. Cavalier prend D4, c'est un coup qui, s'il marche, met un terme à la partie. Donc vous devez vous assurer jusque dans les moindres détails que les blancs n'ont pas encore ne serait-ce qu'une seule façon de s'accrocher à leur pièce. Dans tout ce calcul, et ce déjà depuis Petit Roc, il ne fallait pas passer à côté de la défense. Roi E3. S'accroche encore à la pièce. Si ce coup était possible, alors les blancs ne s'en tireraient pas si mal. Ici, vous voyez comment les noirs peuvent continuer et gagner quand même? J'ai continué par fou prend D4, cavalier prend D4, et ici, certainement un peu trop vite, j'ai joué dame prend B2. Dame prend B2 est un bon coup, c'est quand même un coup gagnant, mais objectivement, ça n'est pas le meilleur coup. En fait, j'ai joué dame prend B2 parce que c'est le coup que j'avais vu en amont quand j'ai commencé la combinaison. C'est une erreur à laquelle vous devez faire attention. Si vous êtes engagé dans une variante et vous savez que vous êtes gagnant, ça ne veut pas dire que vous devez éviter de chercher de meilleurs coups en chemin. En fait, l'idée somme toute assez élégante de dame prend B2, c'est que déjà d'une part, je regagne un pion, tranquillement, je laisse le cavalier de mon adversaire cloué, et je menace dame C3, échec, qui s'apprête à forcer le roi à quitter la défense du cavalier. Je trouvais l'idée jolie d'aller simplement chercher un pion à la fin de la combinaison et de dire aux blancs
C'est tout, tu peux plus rien faire, t'as une pièce de plus, mais je vais la regagner. Mais en réalité, ce que j'avais prévu après tour C1, c'était de jouer C5 pour immédiatement regagner le cavalier. Ce que je n'avais pas encore calculé, évidemment c'était trop loin pour le voir, c'est qu'après tour prend C4, pion prend, dame prend, c'est moi qui allais me retrouver avec des problèmes. Ma huitième rangée est affaiblie et d'un seul coup je dois répondre à quelques menaces de maths, à cause de mon manque de développement. Les blancs ne s'en sortent pas si mal. Heureusement, les noirs avaient un autre gain que de prendre le cavalier, ils peuvent simplement attendre ici, mais ça je ne l'avais pas vu. Au lieu d'aller simplement prendre le pion B2, ce qui certes est gagnant mais un peu dangereux, j'aurais dû reconsidérer mes options ici. Le simple C5 est tout aussi efficace, et regagne la pièce immédiatement sans discussion. Faites attention à ce qui est beau aux échecs. Ça vous fera souvent passer à côté de l'efficace. Soyez vraiment au clair sur ce que vous voulez. Vous voulez faire le beau jeu ou vous voulez gagner? Cependant, après dame prend B2, mon adversaire ne me demandera pas plus de réflexion. Il jouera fou prend H7 un peu désespérément. Et le reste de la partie n'a plus tellement d'intérêt. Ce que je veux que vous reteniez d'essentiel de cette partie, c'est qu'un moment clé n'a pas forcément besoin d'être un moment combinatoire, tactique. C'est parfois simplement un coup de développement qui anticipe l'intention de l'adversaire. Apprenez à deviner le style de jeu de votre adversaire dès le début d'une partie. Son attitude, son âge, sa nervosité parfois, sont autant d'indices que vous devez exploiter pour deviner le genre de position auquel votre adversaire aspire. Encore une fois, si vous savez qu'un coup va être gagnant, alors prenez votre temps pour le calculer jusque dans les moindres détails. Si vous vous apprêtez à faire un sacrifice auquel votre adversaire ne peut plus répondre convenablement, ça sera certainement l'un des derniers coups de la partie. Donc votre temps, il ne servira plus après si ce sacrifice fonctionne, si ce coup décisif fonctionne. J'enfonce le clou par rapport à la vidéo précédente, mais prenez le temps de le calculer jusque dans les moindres détails. Les moments clés ont souvent en commun, quand ils ne sont pas dans le cadre d'une combinaison tactique, d'être des moments où l'on décèle particulièrement bien l'intention de l'adversaire. C'est dans ces moments-là où l'on peut prendre le temps de choisir le meilleur chemin pour la partie. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai, face à des adversaires plus forts, d'autres aspects de la liste que j'ai exposée en début de vidéo dont je n'ai pas encore pu parler jusqu'à maintenant. Cette vidéo est la première d'une série où je vais présenter plusieurs de mes parties. Avant de vous laisser, je tiens à particulièrement remercier les tipeurs de la chaîne. Merci à Saïf, le dernier en date. Merci à tous ceux qui ont participé de quelques dons le mois passé, mais qui sont plus sur la liste malheureusement. Merci à Pascal Péjac pour son soutien continu sur la chaîne et à mes côtés. Et gardez en tête qu'il n'y a pas de petits dons. Même un don de 1 euro, si vous êtes 1% des viewers à le faire, suffirait à faire vivre la chaîne. Et à pouvoir me permettre de sortir des vidéos beaucoup plus régulièrement. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.